Bonjour tout le monde, je suis vraiment content en fait de vous parler, de m'adresser à vous aujourd'hui et je suis content aussi de voir la salle pleine. Je dois vous dire que j'étais très fébrile en fait dans l'organisation de cette conférence, alors je suis vraiment content, c'est enfin le jour J, alors voilà, j'espère que la journée va vous plaire et que les données en fait qu'on va vous présenter vont pouvoir être utiles pour développer des projets, des interventions et aussi pourquoi pas pour qu'il y ait donc des politiques publiques en fait qui prennent en compte la question du chemsex à Montréal. Donc là, je vais vous présenter en fait quelques données de l'enquête Engage. Certains d'entre vous avaient sûrement entendu parler de l'enquête Engage. Donc, je suis co-chercheur dans cette enquête, mais elle est en fait menée à Montréal par Joe Cox et Jill Lambert. Joe Cox est un professeur à McGill et aussi médecin conseiller à la direction de santé publique, tout comme Jill Lambert. Et donc, ce que je vais en fait vous présenter, c'est le cycle 1 d'Engage, qui est en fait la partie, l'étude transversale, c'est-à-dire que c'est une enquête qui a été faite à un moment, donc c'est comme une photo qu'on prend de la communauté à un certain moment, et on attend en fait une confirmation pour la suite de l'étude, mais dans un devis transversal, c'est-à-dire qu'on suivrait des gens durant une période de temps. Donc ça c'est les objectifs d'Engage, donc estimer la prévalence de l'infection au VIH et des autres ITSS, identifier aussi les facteurs qui sont associés à l'infection au VIH et autres ITSS, et c'est en fait dans cette deuxième... Je bouge beaucoup, pardon, et le micro en fait, il ne bouge pas trop, donc je vais essayer de ne pas trop bouger, désolé. Donc c'est dans le deuxième objectif en fait, dans les facteurs associés à l'infection au VIH où on tient compte dès la consommation de substances. Et donc le troisième objectif d'Engage, c'est de documenter le recours à différentes méthodes de prévention et l'utilisation de services. C'est aussi en fait dans cet objectif-là qu'on va regarder quels sont les services que les gens qui sont impliqués dans des pratiques de chemsex utilisent. Donc pour participer à Engage, les gens devaient être un homme, cisgenre ou transgenre, être âgé de plus de 16 ans, habiter donc dans la grande région de Montréal, donc le 514 ou le 408, et aussi le 450, pardon, donc Montréal et l'extérieur. Pour ceux qui me connaissent, en fait, j'aime bien en fait parler des codes régionaux téléphoniques. Et donc comprendre le français ou l'anglais, et donc avoir eu un rapport sexuel avec un autre homme au cours des 6 derniers mois. Donc des hommes ARSA pratiquants. Pour les méthodes. Donc pour les méthodes de recrutement, c'était un échantillonnage en fonction des répondants, donc en français, qui est pour le Respondent Driven Sampling en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui recrutait d'autres personnes, c'était de seed, en fait, c'est un peu bizarre à dire, des graines en fait, qui recrutaient d'autres personnes, qui s'aimaient donc d'autres. Voilà, désolé, j'entends ces mots-là, voilà, je suis nerveux. Donc il y a eu 27 participants initiaux, 27 seeds, pour un total de 1179 en fait, répondants. Qui ont été recrutés entre février 2017 et juin 2018. Donc le recrutement vient tout juste de finir. Et donc les données que je vais vous présenter, ce sont des données vraiment très récentes. Et donc les analyses sont encore en cours. Et donc ce que je vais vous présenter, ce sont vraiment des analyses préliminaires où il y aura uniquement de quelques proportions, quelques relations. Donc il n'y aura pas il n'y a pas eu encore en fait des analyses plus importantes. Le site typique d'Engage en fait consistait en un questionnaire qui était complété par ordinateur et donc un bilan aussi ITS avec la possibilité que les participants aient un test de dépistage rapide du VIH. Et il y avait bien sûr une compensation financière. Et donc comme je vous disais, les analyses que je vous présente aujourd'hui, ce sont vraiment des analyses exploratoires pour le moment. Engage, c'est une étude en fait pan-canadienne, coast to coast, comme on dit,
où il y a Vancouver, Toronto et Montréal. Donc c'est vraiment une très très grosse équipe canadienne. À Vancouver, les deux chercheurs principaux sont David Moore et Nathan Lachowski et Julie Moore. Il y a en fait aussi une forte présence de la communauté. C'est une recherche où il y a une implication importante de la communauté. À Toronto, il y a Trevor Hart et Daniel Grace. Et à Montréal, les deux chercheurs principaux, ce sont Jill Lambert et Joe Cox, qui sont malheureusement pas disponibles non plus parce qu'il est à notre sommet en ce moment à Vancouver. Et dans l'équipe de Montréal, en fait, vous voyez, c'est vraiment une très grosse équipe à Montréal. Ça, c'est donc les co-chercheurs. Donc, vous voyez là parmi les nombreux autres co-chercheurs. Et bien sûr, il y a une équipe des recherches qui a travaillé très fort aussi pour la collecte des données, pour l'analyse. Il y a eu des infirmiers de recherche, des partenaires communautaires, bien sûr, dont plusieurs sont ici dans la salle, et quelques étudiants. Donc là, je vais vous présenter vraiment quelques caractéristiques principales oui, des participants. Et contrairement en fait à mon collègue Christophe ici présent, qui a toujours des tableaux et des graphiques très élégants, les miens ne le sont pas du tout. Alors c'est vraiment des tableaux très laids, très moches. Je m'en excuse auprès de Christophe déjà, et auprès de vous. Donc les caractéristiques sociodémographiques des participants. 36%, donc quand même un tiers, est âgé de moins de 30 ans. Et ça concorde avec ce qu'on voyait tout à l'heure dans la présentation d'Adam, parce que donc on voit que quand même la majorité des participants étaient âgés de plus de 30 ans, qui étaient quand même encore jeunes, mais pas dans la fleur de l'âge, en fait, on va être 30 ans. La majorité, donc 2 tiers, étaient nés au Canada, mais 45% quand même se disaient appartenir à un groupe ethnoculturel autre que canadien français ou canadien anglais. Et la plupart aussi, donc 83%, habitaient sur l'île de Montréal, donc avec 16% donc à l'extérieur dans la grande région métropolitaine. Et en fait, 36% avaient quand même comme niveau plus haut d'études, soit des études collégiales, des études secondaires. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même une majorité des gens qui avaient des études universitaires, ce qui ne se reflète pas nécessairement dans leurs revenus, parce que la plupart en fait avaient des revenus plutôt faibles malgré un niveau de scolarisation relativement élevé. Pour ce qui est des substances consommées au cours des 6 derniers mois. Et là, en fait, je vous rappelle en fait que la méthodologie des recrutements était par le Respondent Driven Sampling. Donc, pour les proportions que je vais vous présenter, en fait, ce sont des proportions ajustées en fonction de cette méthode de recrutement. Donc, pour la cocaïne, il y avait 23% donc, des répondants qui avaient consommé de la cocaïne au cours des 6 derniers mois. Ceci dit, ça, c'est dans un contexte général, ce n'est pas nécessairement dans un contexte sexuel. Donc, la cocaïne en poudre, du crack 8%, mais aussi, ce qui nous intéresse plus, ce sont surtout les substances qui sont surlignées en vert, parce que ce sont les substances qu'on associe davantage à la pratique du chemsex. Donc pour l'ecstasy ou le MDMA, il y avait 17% des personnes qui en avaient consommé au cours des 6 derniers mois, 8% pour la méthamphétamine, 12% pour les autres types d'amphétamines, par exemple du speed, et 12% pour le GHB. On voit quand même qu'il y avait une toute petite proportion de gens qui rapportaient avoir consommé du méphédrone. Donc on se disait tout à l'heure avant qu'on commence la rencontre avec Elise et David que c'était peut-être des gens qui étaient en voyage, qui venaient de Londres éventuellement et qui avaient apporté avec eux du méphédrone. Donc pour ce qui est les catégories de substances. Dans les 6 derniers mois, donc, pour la cocaïne en poudre ou le crack. Donc la majorité quand même rapportait ne jamais savoir consommer de la cocaïne dans quelque forme que ce soit au cours des 6 derniers mois, mais il y avait quand même des personnes qui rapportaient en avoir consommé 1 ou 2 fois au cours des 6 derniers mois, et au moins 1 fois par mois, donc 6% au moins une fois par mois, et des proportions un peu plus faibles pour les consommations plus fréquentes.
toujours donc la consommation dans les 6 derniers mois. Et encore une fois, ce sont des consommations générales, donc pas nécessairement associées pas associées à la sexualité, pas encore, on va voir les chiffres tout à l'heure. Donc ecstasy, MDMA, ou méphédrone, ou speed. Donc encore une fois, près des 3/4 n'avaient jamais consommé au cours des 6 derniers mois. Mais 15% l'avaient fait une ou deux fois au cours des 6 derniers mois, 5% au moins une fois par mois, et près de 3% donc au moins une fois par semaine. Pour ce qui est du GHB, donc encore une fois, la grande majorité n'en avait pas pris au cours des 6 derniers mois, mais 9% l'avaient fait au moins une ou deux fois au cours des 6 derniers mois, 2% au moins une fois par mois, 2,6 au moins une fois par semaine et 3% à tous les jours ou presque à tous les jours. Et je me permets aussi d'ajouter un point là-dessus par rapport au GHB parce que vous savez que dans les autres catégories, il n'y avait pas des personnes qui en avaient consommé à tous les jours ou presque. Et donc, alors qu'ici, c'est le cas pour le GHB. Et je fais un peu un lien avec ce que Adam présentait plus tôt concernant en fait les méfaits du GHB et les possibles surdoses. Donc à Montréal et je pense au Québec, on n'a pas encore documenté ou observé des situations de surdoses des GHB, mais compte tenu en fait ce qu'on voit dans la consommation quotidienne des GHB, on pourrait penser que c'est un problème auquel on pourrait être confronté. Pour ce qui est des pratiques d'injection, encore une fois, de façon très générale, pas associées au chemsex, donc sur l'ensemble de l'échantillon, injection des substances non prescrites. Donc il y avait 6% qui l'avaient fait au cours des 6 derniers mois et 4% qui l'avaient fait en fait à vie, mais pas dans les 6 derniers mois. Alors, maintenant, consommation et sexualité, donc c'est ce qui vous intéresse de façon plus générale, j'imagine. Là, c'est la proportion, en fait, des rencontres sexuelles que les participants ont rapportées qui avaient été sous l'influence d'une substance quelconque. Donc, pour l'ensemble des 1179 participants, ils rapportaient, en fait, 4360 rencontres sexuelles. Donc là, vous faites le calcul donc, entre le nombre de participants et le nombre de rencontres sexuelles. Donc bien sûr, il y avait plusieurs rencontres sexuelles par participant. Donc on leur demandait au cours de ces rencontres sexuelles lesquelles avaient été sous l'influence de quel type de substances. Donc en vert, les substances qu'on associe au chemsex. Près de 7% rapportaient que leur rencontre sexuelle était en lien, s'était faite en fait en consommant de la cocaïne, 6% crystal meth, 6% encore GHB, 2,5% ecstasy MDMA et 1,5% kétamine. Ceci dit, selon ce que les gens du milieu communautaire nous rapportent, la kétamine n'est pas nécessairement une substance très facile à trouver à Montréal. Donc ça peut expliquer aussi qu'il y ait une proportion assez faible. Ce qu'on voit aussi de façon plus majoritaire, donc c'est la consommation d'alcool et de cannabis donc, au cours des relations sexuelles, donc, qui ne font pas nécessairement partie de ce qu'on appelle des substances associées au chemsex, mais qui font plutôt partie du vieux dicton drug, sex, rock'n'roll, alcool, drogue, sexe et rock'n'roll. Il y a aussi une proportion importante des gens qui rapportent que dans leur dernière rencontre sexuelle, il y avait une consommation d'alcool de 5 breuvages au plus, donc qui dépasse les normes des consommations habituelles qu'on pourrait qualifier de binge drinking. Et il y avait quand même une proportion de près de 11% donc des gens qui avaient consommé du Viagra en plus donc des autres substances pour donc être en mesure d'avoir des relations sexuelles. Et quand même plus de la moitié, donc 57% des gens qui rapportaient avoir eu des rapports sexuels sous l'influence d'au moins une substance au cours des 6 derniers mois. Pour ce qui est du chemsex, là en fait c'était la question de comment est-ce qu'on opérationnalise le chemsex, comment est-ce qu'on le définit.
Et donc, pour ces cas-ci, on l'a défini comme suit. En fait, c'était la consommation d'au moins une de ces substances, soit 2 heures avant la rencontre sexuelle, soit pendant les relations sexuelles. Et donc, les substances en question étaient cocaïne, méthamphétamine, GHB, ecstasy ou kétamine. Et donc, la majorité des gens, en fait, rapportaient ne pas savoir des pratiques de concept, disons 81%. Mais il y avait quand même 18,7% des gens, donc presque 19%, qui rapportaient donc des pratiques de chemsex selon notre définition, au moins avec un de leurs 5 derniers partenaires dans les 6 derniers mois. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce sont des chiffres quand même relativement plus élevés de ce qu'on a vu tout à l'heure à Londres pour les hommes en général. Et il me semble aussi plus élevé que ce qu'on avait vu dans d'autres régions. Donc ça indique quand même qu'à Montréal, la pratique du chemsex est très répandue. Et donc 7,6% qui rapportent avoir eu des pratiques de chemsex, donc avec 2 ou plus de leurs 5 derniers partenaires au cours des 6 derniers mois. Alors qui sont les hommes qui pratiquent le chemsex à Montréal? À quoi ils ressemblent? En termes sociodémographiques, en fait, la majorité est donc âgée de plus de 30 ans. Donc il y a 30% qui sont âgés de moins de 30 ans. Donc ça concorde aussi avec ce qui a été présenté précédemment, comme quoi les hommes plus âgés sont ceux qui sont davantage impliqués dans le chemsex. Alors je dis plus âgés, mais encore 30 ans, c'est encore jeune, n'est-ce pas? La majorité, en fait, des gens impliqués dans le chemsex avaient un revenu annuel avant impôt de moins des 30 000 $. Donc, encore une fois, c'est des gens qui avaient des revenus plutôt faibles. Et la plupart, en fait, la plupart, donc 5 à 6, là, ici, on voit le 47%, ce sont des gens qui avaient un diplôme collégial ou moins que collégial. Donc, on voit que la plupart des gens qui étaient impliqués dans le chemsex avaient un diplôme universitaire. Et aussi, ce sont des gens qui vivent des situations difficiles sur le plan de leur santé, que ce soit leur santé mentale, leur santé physique. Donc, on voit que parmi les gens qui ont rapporté faire du chemsex, il y avait 28% qui qualifiaient leur état de santé des passables ou des mauvais. Et lorsqu'ils répondaient à l'échelle des dépressions et d'anxiété, au cours de la dernière semaine, 41% presque avaient en fait un score soit modéré à sévère de dépression et près de 14% en fait avaient un score modéré à sévère d'anxiété. Ce qui n'est pas non plus étonnant compte tenu de ce que aussi Adam nous avait présenté des conséquences du chemsex sur la santé mentale. On demandait aussi aux participants s'ils s'étaient déjà fait dire par un professionnel de la santé, que ce soit un médecin, un psychologue, un travailleur social, durant leur vie, qu'ils avaient eu un problème de santé. Et en fait, 24% s'étaient déjà fait dire, pas nécessairement diagnostiquer, mais dire qu'ils avaient un trouble dépressif majeur. Et 26%, presque 27%, en fait un trouble anxieux, que ce soit les crises de panique, l'anxiété sociale, etc. Donc on voit quand même que les personnes qui sont impliquées dans le chemsex ont des difficultés en termes de santé mentale. Là, en fait, à droite, on voit le pourcentage des gens qui ont fait du chemsex, donc au moins de leurs 5 derniers partenaires au cours des 6 derniers mois. Et ça, à gauche, ce sont les services qui sont utilisés au cours donc, de la même période. Donc, même si on voit qu'ils sont quand même des problèmes de santé pour la majorité, c'est pas dans tous les cas en fait qu'ils sont pris en charge. Donc, il y avait 28% qui étaient suivis ou qui avaient consulté un intervenant en santé mentale, que ce soit un médecin, un psychologue, un psychiatre ou un intervenant communautaire. Donc, même si on voit que l'ampleur du problème de santé mentale était important, il n'y avait pas la majorité qui en avait consulté. En revanche, on voit quand même que 67% avaient vu un médecin de famille ou un infirmier praticien.
Ce qui n'est pas étonnant non plus, compte tenu qu'il y a aussi dans l'échantillon un nombre important des personnes séropositives, donc qui sont suivies aussi pour leur VIH. Et donc 45% avaient consulté une clinique en santé sexuelle à Montréal, que ce soit pour un dépistage ITS ou un traitement d'ITS par exemple. Toujours concernant les services qu'ils avaient utilisés au cours des 6 derniers mois, donc quelques services en réduction de méfaits, que ce soit par exemple accès à de matériel de consommation, que ce soit des pipes à cristal, des seringues, etc., ou que ce soit du counseling. Il y en avait donc 29% qui avaient utilisé ces services-là au cours des 6 derniers mois. Et 27% aussi qui avaient utilisé des organismes communautaires, notamment pour avoir de l'information sur la santé sexuelle ou sur un autre élément relatif à leur, que ce soit leur orientation sexuelle ou à leur identité. Donc il y a des très grands constats qui se dégagent donc, de ces résultats encore préliminaires, bien sûr. Donc il y a quand même une proportion importante des participants qui ont fait du chemsex au moins une fois, au moins en fait avec un de leurs 5 derniers partenaires au cours des 6 derniers mois. En fait, j'insiste sur ce point parce que ça m'apparaît quand même une proportion assez élevée. Compte tenu que l'enquête engage s'adressait à des hommes de la communauté en général, donc le but d'engage n'était pas de documenter la consommation, donc on ne recrutait pas nécessairement des consommateurs, donc le recrutement c'était vraiment fait de façon générale dans la communauté à Montréal, et donc c'est quand même une proportion qui me semble élevée. La majorité était donc âgée de plus de 30 ans, donc encore une fois, les services souvent qui sont développés à la communauté parfois s'adressent à des jeunes hommes, et alors qu'on a moins de services pour les gens un peu plus âgés dans la communauté, ça indique aussi qu'il y a une pertinence donc, de se pencher sur une autre population avec laquelle on n'est pas nécessairement habitué de travailler. Plus de la moitié des études universitaires, en fait, donc déjà on voit que c'était un échantillon éduqué, ce qui n'est pas nécessairement surprenant parce que dans d'autres études à Montréal, si je me rappelle de la cohorte Oméga, oui je sais si je parle de la cohorte Oméga c'est parce que je suis un peu vieux, c'est parce que ça fait longtemps de cette cohorte, mais c'était le même pattern, donc des gens qui étaient éduqués, mais qui en revanche avaient peu de revenus. Donc, on voit donc le même profil, c'est-à-dire qu'on peut quand même se permettre des interventions qui sont peut-être un peu plus complexes, qui pourraient s'adresser aussi à des gens qui ne sont pas nécessairement toujours en situation de précarité. Revenus faibles, des difficultés en santé mentale, et ça c'est pas étonnant, et sur cet aspect-là aussi, je pense qu'il faut développer des services qui tiennent compte de ces éléments-là, et il faut aussi faciliter l'accès à des services en santé mentale. Enfin, je sais qu'on a un réseau de santé plutôt boiteux et que l'accès en fait aux services sont parfois difficiles, mais donc c'est donc d'autant plus important donc de pouvoir développer ce type de services-là pour cette population-là. Et donc parmi les participants, c'était des participants qui étaient déjà donc, en lien avec des services de santé. Et donc, la question à se poser, c'est donc s'ils sont déjà pris en charge par un organisme communautaire, par une clinique ou par d'autres professionnels de la santé, c'est comment donc, on aborde la consommation avec eux, comment on détecte la consommation, comment face à un patient qui vient nous voir, comment est-ce qu'on pourrait poser la question concernant sa consommation sans le froisser, sans nécessairement qu'il se sente pointé comme un utilisateur, comme un drogué si on peut dire. Donc c'est un défi donc, de voir comment est-ce qu'on détecte la consommation chez cette population qui n'a pas nécessairement les mêmes caractéristiques que les consommateurs, que les autres consommateurs de substances. Comment on aborde aussi la question de la sexualité. Donc la sexualité, comme on l'a vu tout à l'heure aussi dans les extraits des recherches qualitatives qu'Adara nous a présentées, c'est une sexualité qui a en fait, qui semble
épanoui. On voit aussi qu'il y a beaucoup de plaisir qui est associé à la consommation et à la sexualité. Donc, comment on aborde ces points-là lorsqu'on est face à une personne qui pratique le chemsex? Donc, ce sont des reins comme ça, mais aussi des questions qui sont soulevées, à mon avis, par cette donnée et que j'aimerais bien, en fait, qu'on puisse en discuter tout au long de la journée aujourd'hui et demain. Donc, voilà, il faut que je souligne aussi donc, le soutien financier de toutes ces institutions-là qui ont financé le projet Engage. Et donc voilà, merci, thank you. Et bien sûr, je suis hispanophone, alors gracias.